Merci Emmanuel pour l'invitation. On m'a effectivement demandé de vous parler des nouvelles méthodes d'évaluation avec un intérêt un petit peu plus important sur l'apport éventuel de nouvelles technologies. Donc je vais me concentrer sur ça. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Voici comment je vais dérouler ma présentation. Donc on va faire une très très rapide introduction. Je vais revenir sur certaines limites des principaux outils actuels, même si certaines vous ont déjà été évoquées. J'ai sélectionné certains arguments expérimentaux qui permettent d'attester de l'avantage d'utiliser un matériel dynamique ou multimodal dans cette évaluation. Et dans ce contexte, on pourra discuter de ce que peut nous apporter la réalité virtuelle et en soulignant également certains obstacles à cette mise en place dans la pratique clinique. Alors, avant de parler vraiment d'évaluation, je voulais juste qu'on s'arrête quelques instants rapidement sur les pratiques que l'on a en tant que psychologue spécialisé en neuropsychologie. Alors, ce sont des études récentes, toutes les deux, qui s'intéressent aux pratiques en fait de professionnels spécialisés en neuropsychologie dans des populations cliniques différentes, mais peu importe. Ce que ça montre en haut à gauche, d'abord, c'est que finalement, si on demande aux praticiens s'ils évaluent formellement avec un outil la cognition sociale, eh bien, la plupart du temps, ils disent jamais ou très peu fréquemment. Et puis en bas à droite, ce sont les résultats d'une étude française plus récente qui vont dans le même sens et qui montrent en fait qu'on a un sentiment de confiance quand on évalue la cognition sociale qui est très pauvre et bien plus pauvre en fait que la confiance qu'on peut avoir quand on évalue d'autres fonctions cognitives comme la mémoire ou les fonctions exécutives. Quand on utilise des outils, en fait, on peut effectivement revenir sur certaines limites qui ont déjà été pour certaines évoquées. Donc, comme on vous l'a dit, le matériel qu'on utilise dans ces outils, la plupart du temps, c'est un matériel statique, donc des photos qui ne bougent pas, et aussi la plupart du temps sans indice contextuel. Or, on sait que quand on va avoir accès au contexte, eh bien, ça peut moduler, voire même complètement changer l'inférence que l'on va avoir de l'état mental d'autrui ou de son émotion. Alors ça pose problème, le fait que ces stimuli soient statiques et sans contexte, puisqu'on peut être face à deux situations finalement. D'abord, on peut avoir des stimuli qui sont trop caricaturaux et finalement qui vont masquer des déficits qu'on peut observer pourtant dans la vie réelle. Ou à l'inverse, on peut avoir des stimuli qui sont vraiment trop éloignés de la vie réelle et qui vont donner lieu à des performances qui vont objectivement être déficitaires, alors même que finalement le patient dans la vie réelle, il s'en sort pas trop mal. Et quand on parle de ça, en fait, on est proche d'un concept qu'on appelle la validité écologique. Alors, c'est pas le fait que le test soit écologique, on n'est pas dans une situation réelle, mais c'est le pouvoir prédictif, en fait, de la performance obtenue à ce test, le pouvoir que cette performance va avoir de prédire ce qui se passe effectivement dans la vie réelle. Et ça repose sur un certain nombre de caractéristiques, dont ce qu'on appelle la vérisimilitude, c'est-à-dire la similarité qu'on a entre les stimuli qu'on utilise dans la tâche et ceux qu'on est susceptible de rencontrer dans la vie réelle, dans l'idée que plus ils sont similaires, plus finalement on va mettre en jeu des processus cognitifs qui sont comparables. D'autres limites qu'on peut évoquer, c'est pas du tout exhaustif, mais j'ai choisi d'en souligner certaines ici. Dans la plupart de ces tâches, vous l'avez vu, le participant il est placé dans une situation d'observateur, alors qu'en réalité, dans la vie réelle, bon, évidemment, il peut être observateur, mais les problèmes vont arriver bien souvent quand il va être sujet, voire acteur de cette interaction sociale. Et c'est pas forcément ce qu'on va lui demander de faire dans ces tests. Troisièmement, certains processus sont évalués quasi exclusivement par des questionnaires. C'est le cas de l'empathie, notamment. Donc évidemment, c'est une source d'information, mais ça peut être aussi, du coup, sujet à un certain nombre de biais et de subjectivité. Et enfin, la plupart du temps, on va utiliser des outils qui vont mesurer soit la reconnaissance des émotions, soit la théorie de l'esprit. Donc on a aussi d'autres processus qui sont beaucoup moins évalués. Et on a peu d'outils qui finalement, au sein de la même tâche, vont mobiliser différents processus socio-cognitifs, alors que dans la vraie vie, dans une interaction sociale, on ne va pas juste faire de la reconnaissance des émotions. En fait, on va mobiliser différents processus socio-cognitifs ensemble, ou les uns à la suite des autres. Et ils peuvent effectivement aussi se répondre. Alors, quel est l'avantage d'utiliser un matériel plus dynamique, voire multimodal ? J'ai sélectionné quelques arguments dans la littérature, il y en a évidemment plein d'autres. Ici, c'est une étude qui a été menée chez des participants adultes sains
Et dans cette étude, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont comparé 3 formats différents de tests de reconnaissance des émotions. Dans la première colonne, c'est le test classique d'Ekman. Dans la deuxième colonne, ce qu'ils appellent ERT, c'est un test faussement dynamique qui est constitué de successions de photos statiques avec des intensités différentes. Donc ça donne une impression de dynamisme, mais c'est toujours pas une vidéo. Et puis la troisième condition, c'est des vidéos d'acteurs où on a des indices, donc c'est dynamique, on a aussi des indices prosodiques et posturaux. Donc pas seulement le visage qui exprime une émotion, mais on a aussi d'autres indices. Donc c'est une tâche dynamique et multimodale. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'en fait, donc c'est une sélection des résultats, mais dans cette tâche plus dynamique et multimodale, en fait, les performances ne sont pas corrélées, notamment à des tâches de mémoire de travail. Et c'est un obstacle qu'on peut voir dans certaines tâches, par exemple dans les faux pas, si vous les avez déjà utilisés, eh bien, les histoires sont relativement longues et chez un patient qui a des troubles de mémoire de travail importants, eh bien, en fait, on arrive à la fin de l'histoire et il ne sait plus vraiment ce qui s'est passé au début. Donc ça nécessite de relire l'histoire, etc. Mais finalement, on va avoir des parasites d'autres fonctions cognitives et on ne mesure plus vraiment la cognition sociale à l'arrivée. Chez les patients, si on regarde plus globalement ce qui se passe dans la littérature, on va pouvoir observer 2 grands types de résultats. Premier grand type de résultat, finalement, on peut observer dans certains travaux que l'utilisation de ce type de matériel, dynamique ou multimodal, va diminuer ou voire supprimer dans certains travaux les différences qu'on observe entre les patients et les participants contrôle. Donc j'ai choisi ici un travail qu'on a réalisé, qu'on n'a pas encore publié. On avait présenté ce type de matériel qui est aussi en libre accès. C'est la GMEP qui a été développée en Suisse. Voilà. Donc c'est un matériel dynamique. Et on a proposé à des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer à stade débutant de regarder ces vidéos. Donc c'est une tâche de reconnaissance des émotions et on l'a présenté ces tests, enfin ces stimuli, pardon, dans différentes modalités. Donc soit ils avaient accès seulement à l'expression du visage, soit ils avaient accès seulement à la prosodie, soit ils avaient accès seulement à l'information posturale. Et dans les conditions, plus vous allez vers la droite, finalement, plus les conditions sont multimodales. Et tout à droite, c'est la condition où il y a les 3 indices disponibles. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, les patients Alzheimer sont en difficulté principalement sur les conditions unimodales, mais quand ils ont accès à l'ensemble des 3 modalités combinées et congruentes, eh bien, en fait, il n'y a plus de différence significative entre les patients et les participants contrôle. Donc ça, c'est le premier type de résultat qu'on peut observer. Deuxième type de résultat qui peut paraître un peu contradictoire, c'est que finalement, l'utilisation de ce type de matériel peut, à l'inverse, donner lieu à une meilleure sensibilité et donc détecter des troubles de cognition sociale subtils chez des patients qui seraient en début d'évolution. Donc j'ai sélectionné là aussi un élément, il y en a plusieurs dans la littérature. Donc c'est les travaux de l'équipe de Ranking qui a proposé une tâche qui s'appelle le DART, qui est composée de vidéos d'acteurs exactement sur le même modèle que ce que vous avez pu voir juste avant, où les patients ont accès à des indices visuels et également prosodiques. Et ils ont pu montrer en fait que les performances des patients dans différentes pathologies étaient significativement différentes des performances des participants contrôle, qui sont ici en bleu. Encore plus intéressant, on voit que les performances ici dans le groupe de patients qui présentent des troubles socio-cognitifs, notamment donc dans la DFT, eh bien les performances sont d'autant plus déficitaires. Et puis un travail qui n'est pas encore publié suggère aussi que ce test serait plus discriminant qu'un test classique d'Ekman pour ces mêmes pathologies. Alors si ça vous intéresse d'avoir une vision actualisée, relativement actualisée de ce qu'il existe dans la littérature actuellement, dans les tests d'évaluation qui seraient dynamiques ou multimodales, on avait conduit une revue systématique de la littérature qui a été publiée en 2023, qui avait justement pour objectif de recenser les tests de cognition sociale qui étaient donc dynamiques avec des indices multimodaux et ou dans un environnement virtuel, dans une population adulte, contrôle ou pathologique, quelle que soit la pathologie concernée. Donc sur près de 3500 études, on a on a retenu 149 travaux. Et évidemment, il y a tout un tas de résultats, mais je vais vous présenter ce qui me semble le plus intéressant pour vous. C'est que finalement, si on regarde les tests qui ont été appliqués à la pathologie et pour lesquels on a vraiment des données, eh bien, on en trouve 7 uniquement. Parmi ceux-ci, donc là, si ça vous intéresse, dans cette publication, on a vraiment fait le recensement des avantages, des inconvénients,
l'existence de normes ou pas. Alors évidemment, ce n'est pas des normes françaises pour la plupart, mais ces outils ont des normes. Et un certain nombre d'aspects cliniques qui nous semblaient intéressants, notamment la validité écologique qui a été testée pour ces outils. Donc vous retrouvez le masque, dont Élodie vous a parlé tout à l'heure. Et vous retrouvez également l'EET, qui était cette tâche dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'était pas corrélée avec les capacités de mémoire de travail chez les participants contrôle, qui est issue d'une batterie qui est une batterie australienne, qui est la Tacite, qui a été conçue pour pour évaluer les troubles de cognition sociale chez des patients avec un traumatisme crânien. Et je fais un petit peu l'accent là-dessus, puisque l'équipe de Philippe Alain à Angers a en fait développé une adaptation de cette tâche qu'on a normalisée dans le travail du GREFEX2 auprès de 900 participants contrôle. Et j'espère qu'il pourra être disponible prochainement. Je crois que vous avez un petit décalage entre le son et l'image, mais... Voilà, donc c'est toujours une tâche de reconnaissance des émotions, mais vous voyez que vous avez accès à différents indices, pas seulement des indices visuels, même si là, on manque encore de contexte. Alors, qu'est-ce que peut nous apporter la réalité virtuelle dans cette perspective où on voudrait des outils plus dynamiques et multimodaux ? Alors, déjà, les avantages plus généraux qu'on peut avoir à utiliser la réalité virtuelle pour évaluer les différents processus cognitifs de manière générale. J'ai recensé ceux qui me paraissaient les plus importants à gauche, et à droite, j'ai mis quelques focus qui me semblent aussi peut-être plus intéressants pour l'évaluation de la cognition sociale spécifiquement. Donc évidemment, quand on utilise la réalité virtuelle, on peut imaginer qu'on va avoir un sentiment d'immersion plus important, donc on va se rapprocher d'une condition plus valide sur le plan écologique. Et pour la cognition sociale, ça va permettre en fait aux participants d'avoir des ressentis émotionnels plus importants. Et donc potentiellement, ça va nous permettre d'observer plus volontiers, de provoquer chez lui des réponses comportementales qui vont être plus proches de celles qu'il a dans la vie quotidienne. L'autre aspect, évidemment, c'est qu'on peut du coup simuler tout un tas de choses en ayant un contrôle méthodologique et une standardisation, ce qu'on n'aurait pas dans une condition totalement écologique. Donc, par exemple, on peut paramétrer des interactions sociales qui vont notamment impliquer directement le participant. Évidemment, on va pouvoir avoir une possibilité de design expérimental relativement infinie, et ça peut venir combler aussi des manques dans la littérature actuelle. Donc, Michael parlait tout à l'heure du niveau socioculturel. On n'a pas du tout, en fait, de batterie qui serait, ou même de tests qui seraient aujourd'hui adaptés d'un point de vue culturel. Donc, nous, au laboratoire, on travaille aussi sur ces aspects. On a notamment un dispositif aujourd'hui qui nous permet de transformer quasi online une photo d'un participant en un avatar, et donc de pouvoir l'animer avec les différentes émotions basiques. Et enfin, évidemment, l'ARV, ça nous permet d'avoir un certain caractère ludique à nos tâches, ce qui est quand même pas du luxe, qui va être plus motivant et plus engageant pour les participants, et ce, même s'ils ne sont pas du tout familiers avec la technologie. Donc, y compris chez des sujets très âgés qui n'ont jamais touché à un ordinateur, ça marche relativement bien. Alors, dans cette perspective, j'ai choisi cette étude qui me paraissait intéressante. Donc, elle n'a pas été appliquée à ma connaissance à la pathologie, mais ici, c'est une étude qui est réalisée chez des adolescents, donc sains, et ils ont comparé en fait une tâche qui est une succession de photos. C'est une tâche de cognition morale où en fait on voit un participant qui perd son portefeuille et on demande en fait au sujet s'il va lui restituer ou non et pourquoi. Et ils ont comparé en fait cette version qui est une succession de photos de situations à une version développée dans un environnement virtuel où le sujet il est immergé dans l'environnement, il reste observateur, il n'est pas acteur, mais en fait il va être plus imprégné dans l'environnement. Ils sont intéressés finalement ils sont demandés si dans la condition réalité virtuelle, les participants allaient avoir des décisions morales différentes et notamment des décisions morales plus prosociales. Alors, premier élément intéressant, il y a une très bonne validité concurrente, c'est plutôt rassurant. A priori, on mesure relativement la même chose. Mais il y a bien une plus-value dans cette étude pour évaluer la réalité virtuelle. Et notamment, ils ont retrouvé un lien statistique dans la tâche en RV qui ne retrouve pas dans la tâche classique. Un lien entre empathie des participants et leurs décisions morales, prosociales. Donc qui était retrouvé seulement dans la tâche en RV, et en plus ils ont retrouvé de manière très intéressante que cette corrélation, ce lien statistique était médié en fait et expliqué par le sentiment de présence du sujet dans l'environnement. Donc plus on est immergé, plus finalement on va répondre potentiellement en ayant un comportement ici chez des sujets sains prosocial, donc on peut imaginer plus proche de la vie réelle pour d'autres participants également.
Alors au laboratoire, ça fait un petit moment qu'on travaille sur une tâche de cognition sociale qui permettrait donc d'aller vers ce type d'environnement, supposé donc ayant une validité écologique meilleure. C'est une tâche qui permet, qui propose en fait de naviguer dans une ville virtuelle, de rencontrer un certain nombre de situations, pour la plupart sociales, et on va demander aux participants de nous dire si ces situations sont appropriées socialement ou non. Donc certaines sont effectivement appropriées, d'autres donnent lieu à des transgressions sociales ou encore des transgressions morales. Donc la porte d'entrée dans l'évaluation de la cognition sociale, ici, c'est la cognition morale. Mais derrière, on va poser tout un tas de questions, donc notamment demander aux participants de justifier pourquoi ils pensent qu'il y a une transgression ou non, de pourquoi c'est inapproprié. On va aussi lui poser des questions en fait de théorie de l'esprit, affective, cognitive. On va également mesurer son empathie affective, à quel point il se sent concerné et touché par la situation quand il y a des transgressions. Et on leur demande également ce qu'ils souhaiteraient faire, comment ils souhaiteraient agir. Et s'ils souhaitent agir, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc là aussi, on a tout un tas d'informations qualitatives qui prennent du temps à côté, mais qui vont nous donner des informations pas seulement en termes de normal déficitaire, mais en termes plutôt d'hypo ou d'hyper mentalisation, par exemple, mais aussi en termes de hypo-comportement ou hyper-comportement, et quel type d'action comportementale les gens voudraient faire, est-ce que ça semble approprié socialement ou non. Donc on a tout un tas de données maintenant avec cette tâche. Et on a pu aussi développer une version plus courte qui nous permet, donc ça reste long, c'est à peu près 30 minutes d'utilisation, mais on a des qualités psychométriques satisfaisantes et des normes chez 250 participants de 18 ans à 85 ans. Et la validation en pathologie est en cours. Je vais passer je vous remontrerai ça à la fin si vous voulez. Alors simplement pour aller rapidement là-dessus, évidemment, il y a encore des obstacles à utiliser la réalité virtuelle dans ce contexte. On peut se poser la question du coût. En réalité, la question du coût, elle est plus technique maintenant. Elle est vraiment sur le développement de l'environnement, parce que c'est ça qui prend du temps et qui coûte cher. C'est plus le casque en RV, c'est très accessible désormais. Et évidemment, la technologie évolue très vite, et donc il y a un décalage entre l'évolution de la technologie et le temps que nous, on va mettre à développer, valider, normaliser des outils. Donc on aura toujours un petit peu ce décalage. Il y a des problématiques liées au sentiment de malaise en réalité virtuelle, mais c'est essentiellement lié en fait à l'utilisation de la RV immersive. Donc ça aussi, si vous avez des questions, je pourrais y revenir par la suite. Certaines problématiques liées au niveau de réalisme aussi. Plus c'est réel, mieux c'est. Mais attention, parce que plus c'est réel et plus il y a un tout petit truc qui va pas être complètement réel, plus en fait finalement on va créer l'effet inverse et le participant va plus du tout être immergé dans l'environnement. Donc là, c'est aussi un petit peu technique. Et évidemment, on manque encore cruellement de travaux comparatifs qui nous montrent vraiment la plus-value de ce type d'environnement par rapport à des tâches seulement dynamiques, par exemple des vidéos, comme on vous les a présentées jusqu'à maintenant. Voilà, donc en conclusion, c'est prometteur, mais il y a encore un niveau de preuve qui reste à étudier, en particulier en pathologie.